Buongiorno bianconeri et bianconere, j'espère que vous allez bien. On s'occupe comme on peut pendant que les autres jouent les coupes européennes, mais ça bouge aussi du côté de la Juventus. Et oui, parce que c'est la nouvelle de hier, Federico Gatti a renouvelé jusqu'à 2028, puis aujourd'hui il y a eu des tests, des premiers dialogues entre la Juventus et Ramadani, qui est l'agent de Federico Chiesa. De plus, nous avons de plus en plus de voix de mercato et c'est bizarre en fin d'octobre déjà de parler de mercato, donc on va un peu approfondir tout ça, la stratégie de la Juventus entre les renouvellements et puis les prochains mouvements de mercato prévus dans la fenêtre de janvier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Alors, je vous le disais en intro, Federico Gatti a signé son renouvellement, donc il sera encore un joueur de la Juventus au moins jusqu'à 2028 et ça c'est vraiment beau de voir quelqu'un qui vient vraiment du bas. Il montait des fenêtres, Federico Gatti, avant de monter en Serie A et il a fait toutes les ligues, D, C, B, puis B avec le Frosinone et puis directement A. Vous vous souviendrez, il avait été acheté dans la même fenêtre d'hiver qui avait vu l'arrivée de Vlahovic et de Zakaria, mais il était resté 6 mois de plus à Frosinone et il n'a rejoint la Juventus que l'été successif. C'est un beau parcours de Federico Gatti, c'est un joueur qui se démontre au moins on peut dire qu'il est véhément, il a vraiment envie de tout donner sur le terrain. On le voit quand il marque, il rentre pratiquement dans la cage avec le ballon. Donc beaucoup d'énergie, des fois une énergie qu'il faut canaliser. Il fait penser beaucoup à Chiellini quand il porte le ballon vers l'avant, quand il se fait voir même en attaque. Il a un passé, il me semble aussi, d'attaquant. Il ne serait-ce que c'est un joueur qu'aujourd'hui se reconfirme dans cette nouvelle Juventus. Au début, on croyait qu'il allait être dans l'ombre d'Alexandre. Eh bien, fort heureusement, c'est pas en train d'arriver. Puis la défense, en ce moment, les faits nous disent qu'on est une des meilleures défenses de Serie A. En termes de buts encaissés, on est clairement deuxième de la défense de Serie A. Avec, vous voyez ici, 9 différences de buts, mais 6 buts encaissés. Et je vous invite à considérer qu'entre ces 6 buts, 4, on les a subis dans le même match, un match désastreux. Et de ce 4 buts, pratiquement 2,5 étaient clairement des erreurs individuelles très très marquées qu'on ne voit pas normalement à la Juventus. Tout ça pour dire que cette Juventus, oui, commence à avoir une identité. Après, elle peut ne pas nous plaire, cette identité. Et j'entends que beaucoup de gens ne veulent pas d'une défense vraiment solide et puis d'être cynique en attaque. Le jeu de contre, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Moi, tout ce que je dis, c'est que vaut mieux ça que rien. On a eu pratiquement 2 ans de néant global, total, et on se faisait chier pendant le match. En ce moment, on se fait un peu moins chier si l'on est disposé à considérer le fait que celle-ci est l'identité de la Juventus et elle ne sera pas une autre. Si vous êtes très bien avec votre copain, votre copine et que ça marche, après vous pouvez toujours le quitter si son style vestimentaire par exemple ne vous plaît pas, ou alors vous pouvez faire avec parce que la relation elle est bonne. Tous ces discours, bien entendu, ne voudront que valoir d'ici l'été, puisque bien évidemment cet été, tout le monde attend un vrai renouveau sur le banc de la Juventus avec un changement d'entraîneur. On en a tous marre d'Allegri. Néanmoins, aujourd'hui, il faut considérer que la Juve se situe à la 3e position, à 3 longueurs de la 4e du Napoli, et puis elle est là avec les contendantes au Scudetto. Et de Scudetto, nous parlerons dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment rester concentré sur les joueurs. Donc, on a parlé de Federico Gatti. Puis, aujourd'hui, c'est au tour de Chiesa d'entamer les négociations. Et oui, parce que Chiesa, son contrat, il est en expiration assez bientôt, dans 1 saison et demie. Donc, pas l'été prochain, mais l'autre encore, dans 1 saison et demie, le contrat de Federico Chiesa va expirer. Donc, si on ne le renouvelle pas pendant cette fenêtre de campionato,
on se met en forte pression pour l'été prochain parce qu'il n'aura qu'un an de contrat et le pouvoir de négociation, il est bien entendu à faveur du joueur le plus on avance vers l'échéance de contrat. Donc la Juventus va essayer de trouver un accord avec Federico Chiesa. Au début dès qu'il est arrivé, on savait qu'il avait un contrat de 5 millions par an. Après, Vlahovic est arrivé et lui, il monte déjà à 7. Et c'est un 7 qui évolue avec le temps pour Vlahovic, puisque en 3 saisons, il va cumuler pratiquement un salaire de 12 millions avec toutes les pendances, toutes les chiffres optionnels. Et donc, il est, d'un certain point de vue d'entreprise humain, aussi normal que Federico Chiesa demande au moins d'être remis à niveau avec l'autre top player qu'on a aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que ça va se faire à la hausse, ça pourrait être aussi un renouvellement au même chiffre, en attendant de voir la situation Vlahovic, comment elle va évoluer. Donc par exemple, si Vlahovic quitte la Juventus l'été prochain, le plus gros salaire sera celui de Federico Chiesa, si Rabiot et Szczesny ne restent pas. Donc voilà, la Juventus doit se donner une ligne directive pour le salaire, pour savoir à quel niveau on se situe. Ça, bien entendu, la Champions League, la qualification à la prochaine Champions League va être aussi un facteur pour prendre cette décision. Où est-ce qu'on met le toit maximum de salaire? Est-ce qu'on va augmenter vraiment Federico Chiesa parce qu'on y croit, parce que voilà, on croit que c'est notre avenir, et puis lui de son côté, peut-être qu'il a encore en tête de passer 3, 4, 5 ans avec nous, on ne sait pas. Tout ça, on va le découvrir. Mais dans tous les cas, la Juve fait de son possible pour, garder l'intérêt sur certains assets. Donc l'intérêt, ça pourrait être juste d'un point de vue de mercato, parce que là on parle de Chiesa, mais parlons aussi d'Ealing Junior qui a la même échéance de Chiesa et qui a des intérêts venant de la Premier League. Lui aussi, il va falloir le renouveler si on ne veut pas perdre cet asset à zéro une fois son contrat à échéance. Et donc je pense que dans les prochaines semaines, soyez prêts aussi parce qu'on parle d'un renouvellement de Rugani, cette fois pour amoindrir son salaire et peut-être le lisser sur plus de temps. Je ne sais pas si ça vous fait bondir de votre chaise, mais très personnellement, Rugani est toujours une bonne alternative étant le dernier choix de notre défense. Ça veut dire que par exemple, dans une défense à 30, à 30, ça serait ce qu'on fait d'habitude, mais dans une défense à 3, par exemple, Rugani pourrait être considéré le 5e, 6e élément qui va compléter ton banc vis-à-vis de la défense. Pour moi, Rugani, il fait l'affaire uniquement rien, il ne serait-ce que parce que quand il joue pas, il pose pas de problème. C'est pas un joueur qui a un orgueil, quelque chose à démontrer, qui donc veut jouer tout le temps. Et puis, quand il joue, vous avez vu ses dernières performances, la plupart du temps, il se fait trouver prêt, surtout dans ces dernières années. Il était un problème, c'est vrai, dans les années suivantes. On a essayé de le donner un peu à droite à gauche, même en Europe. Ça n'a pas marché. Néanmoins, à aujourd'hui, je pense qu'il atteint une maturité qui me fait dire, avec un salaire, par exemple, d'1 million, 1,5 million, il serait un 5e, 6e défenseur quand même valable. On a beaucoup parlé renouvellement, mais qu'en est-il donc d'éventuelles entrées dans l'effectif de la Juventus en janvier? Et oui, parce que déjà on était bancal avec tout l'effectif qui était programmé au début de la saison. Si on considère la situation Pogba et la situation Fagioli, c'est clair qu'il faut intervenir au moins pour un profil expérimenté en janvier, et certains journalistes, et je suis plutôt de ce bord-là, en termes de mon opinion, on va plutôt sur 2 profils. En tête d'affiche, et encore Barilla aujourd'hui nous disait qu'en tête d'affiche c'est Thuram, c'est celui avec lequel il y a eu le plus de contacts par le passé, et avec la Juventus et avec Giuntoli quand il était au Napoli, donc il est connu, il est apprécié, et si certaines choses s'imbriquent bien en termes de cession dans la phase de mercato en janvier, et puis en termes de disponibilité aussi du joueur et de son équipe actuelle, il y a une concrète possibilité que pas Marcus mais Khéphren Thuram arrive à la Juventus déjà cet hiver. Et c'est marrant de se dire que
Dans ce championnat, on aura Wea qui joue dans une équipe adverse par rapport à celle de son père. Et puis les deux Thuram qui jouent un à l'Inter, un à la Juventus. Ça fait beaucoup de croisements, je trouve assez marrant. Mais en tous les cas, j'espère vraiment que ça va se faire parce que Khéphren Thuram, j'en ai vu que des highlights. Et c'est vrai que ça serait toujours intéressant de voir les lowlights en face pour voir quelle bêtise il fait, par contre. Non, sauf que les highlights, on les retrouve sur YouTube, alors que les bêtisiers, on va dire, on ne les retrouve pas. Ça parce que, entre parenthèses, sur YouTube, c'est beaucoup les agents qui font en sorte que ces choses-là soient sur YouTube, qui soient visibles. Deuxième profil qui semble très proche du monde Juventus en ce moment, c'est Lazar Samardžić qui devait rejoindre l'Inter cet été, puis il y a eu un petit bordel et moi-même j'ai pas très bien compris exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais en tous les cas il avait fait même les visites médicales avec l'Inter et après son transfert ne s'est pas finalisé. Je me souviens bien qu'à l'époque l'Inter c'était plutôt sur les 15 millions pour l'entièreté des droits d'exploitation de ses performances sportives, mais à ce jour il semble que le prix soit plutôt sur la trentaine et ça, ne bondissez pas de votre chaise, il y a deux raison qui l'explique assez bien. La première, c'est que dans le mercato d'hiver, les prix ont tendance à gonfler puisque normalement, il n'y a pas des grands mouvements de mercato à ce moment-là. Et puis, il y a les championnats qui sont engagés. Il y a aussi des intérêts de l'équipe qui vend à ne pas trop s'affaiblir, ce qui nous fait aller vers le deuxième motif pour lequel le prix augmentait. Limite, c'est normal. Je mets entre 3000 guillemets, vous vous souvenez, 87 pour Vlahovic dans la fenêtre d'hiver. Eh bien, c'est parce que l'Udinese elle-même n'est pas très sûre en ce moment de sa position sur le classement. Et donc, si elle doit se priver de sa tête de diamant qu'en ce moment est Samardžić, elle en demanderait simplement un tout petit peu plus que normal. Je connais un peu moins Samardžić, j'ai vu moins de lui, mais je sais que ça serait un 3/4 excellent, un peu pour remplacer ceux qui étaient Paul Pogba dans l'esprit de Massimiliano Allegri, parce qu'il voulait en faire un trequartista cet été. Donc, on a vu deux profils. Il y a un troisième qui commence un peu à revenir, à refaire surface. C'est De Paul, qui aura une situation non forcément confortable à l'Atlético Madrid et qui pourrait être libéré. Mais l'Atlético Madrid n'ouvre pas au prêt pour le moment. Ils veulent vendre, se débarrasser directement du joueur. Mais il y a autre chose qui pourrait arriver, et ça, normalement, c'est 50-50. Soit vous êtes hyper content, soit vous êtes dégoûté. Eh bien, Adrien Rabiot lui-même a commencé les discussions avec la Juventus pour renouveler son contrat qui a échéance cet été, parce que vous vous souvenez, il a renouvelé d'une seule année. Eh bien, ça se rapproche, et notamment, ça sera la certitude ou la presque certitude d'arriver dans les 4 premiers, donc de débloquer le trophée que Adrien veut jouer, la Champions League, qui fera qu'il prendra une décision par la positive. Donc le scénario que j'imagine, c'est que rien ne bouge jusqu'à, disons, mars, et puis en mars, les deux parties devraient se rencontrer et jauger à ce moment-là le positionnement de la Juventus et puis comment évolue le projet technique de la Juventus pour l'année prochaine. Il y aura des discussions, sûrement même allant jusqu'à est-ce que l'entraîneur avec qui Rabiot s'entend bien reste ou pas. Et donc, il y aura une négociation, à mon avis, après la fenêtre d'hiver, une fois que la situation de classement aura plus ou moins défini les objectifs de chaque équipe et puis même à un certain moment la probabilité, parce que on va en parler dans la prochaine vidéo que je vais relâcher assez vite, peut-être même demain. C'est vrai qu'avec la victoire du Milan et de nous voir aussi haut dans le classement, la Juventus pourrait commencer à envisager de lutter pour autre chose que la 4e place. Mais comme dit, on en parlera dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, merci beaucoup de m'avoir écouté. Moi, je vous invite à commenter et dites-moi votre opinion sur tout ce qui se passe en termes de renouvellement et puis de achats potentiels dans le marché de janvier. Moi, je vous remercie. Inscrivez-vous si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de tous les prochains lives. Mes amis, fino alla fine, forza Juve. Ciao.